C'est bon. Ben, le cours, qui est le 8e cours, est offert par la famille Zerbib. Et il est là pour contribuer à la libération des 3 jeunes Bahram de Yeshiva qui ont été pris en otage. Ibrahim Shahar, Naftali Frankel, Eoyan Ibrahim. Tov. Shavua Tov à tout le monde. Chodesh Tov. Voilà. Alors on continue nos cours sur les halachot de Shabbat. On se situe maintenant après tous les cours qu'on a donnés au début sur l'introduction des halachot de Shabbat. Maintenant on est à la deuxième melacha de la liste des 39 melachot de Shabbat. Alors voilà, il y a 2 semaines, on a commencé la première melacha de Shabbat. Qu'est-ce que vous appelez melacha? Ça, on a développé bien en long et en large dans les cours de l'introduction. Alors, ils sont tous enregistrés. Tous les cours, ils sont enregistrés. C'est très important d'écouter ces cours d'introduction parce que c'est pas seulement une préface comme dans un livre, c'est la base. Donc, c'est important. Le mot melacha, c'est une action. La Torah, lorsqu'elle nous dit ne transgresse pas le Shabbat, elle nous dit à plusieurs reprises, dans les Aseret Adibrot, dans Parashat Vayakel, elle nous dit comme ça, Lo ta'aseh kol melacha, ne fais pas tout acte. Melacha, c'est un acte. D'accord? Et donc, lorsque je dis une liste de 39 melachot c'est la traduction du mot melacha au pluriel. Melachot, c'est la liste des actions interdites par la Torah le jour du Shabbat. Ça ne figure pas dans le Sefer Torah, ça figure dans la Mishnah de Masechet Shabbat, dans le 7e Perek. Là-bas, il y a la liste des 39 melachot qui sont interdits le jour du Shabbat. Donc le but des cours, comme on a dit, c'est d'étudier, d'abord de définir chaque melacha, quelle est la définition, quelles sont les actions qui ressemblent, quelles sont les actions qui sont interdites par les Chachamim, de bien développer chaque melachot ve melachot. Il y a des cours qui vont clôturer une seule melacha, et il y a des melachot qui vont durer pendant plusieurs cours. Ça dépend des melachot. D'accord? Alors ce qu'on a fait, c'est qu'il y a 2 semaines, on a étudié la melacha de Choresh. Choresh, c'est la première melacha. La première, je crois que dans le site de Dan Halacha au début, il y a la liste des 39. Si vous voulez voir. Pardon? Pardon? Voilà, il y a les 39, il y a la liste des 39 travaux interdits. Maintenant, il y a 2 semaines, on a étudié la melacha, la première melacha. Pardon? Il y a 2 semaines, on a étudié la première melacha. Maintenant, il y a la semaine dernière, comme il n'y a pas eu cours, donc j'ai enregistré en audio le dernier cours de l'introduction des melachot de Shabbat. Maintenant, ce cours-là, il est très important. Il y a des notions là-bas de base qu'on va utiliser sur tout le long des cours. Donc, je vous conseille vivement d'écouter le dernier cours, c'est-à-dire le 7e. D'accord, le cours de la semaine dernière. C'est un cours qui est assez complexe. Il faut bien l'écouter même plusieurs fois et bien intégrer les notions qu'on va avoir là-bas. On va avoir besoin de ça même aujourd'hui et même pour les cours d'après. Aujourd'hui, en tout cas, on commence la deuxième melacha. D'accord? La deuxième melacha de Shabbat, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Melechet, on a vu Melechet Choresh la dernière fois, c'est-à-dire, rappelez-vous, la traduction de Choresh, c'est labourer. Mais chaque melacha, elle a une définition. D'accord? Une définition précise. Rappelez-vous, lorsque je dis une melacha, on ne traduit pas la melacha. On ne traduit pas texto la melacha. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a une liste de 39 choses qui sont interdites, 39 actions interdites par la Torah, mais en fait il y a beaucoup plus que 39, parce que chaque melacha, en fait, elle a une définition. Et cette définition, lorsqu'on l'a bien compris, en dessous de ces définitions, il va y avoir plein d'actions qui vont rentrer dans cette définition-là. Des actions qui ressemblent exactement, ça sera des actions paires, comme on a dit, av,
Et il y aura des tolda, des dérivés. C'est des actions qui ne sont pas exactement comme l'action qui est paire, mais ça ressemble, c'est le même principe, c'est la même définition, c'est la même nature. Et donc, il peut y avoir plusieurs actions qui vont rentrer sous le titre d'une melacha. Donc, par exemple, je vous rappelle, la dernière melacha qu'on a étudiée, c'est choresh. Si je traduis choresh, choresh, ça veut dire labourer. Mais si je définis choresh, eh bien, choresh, c'est préparer le terrain, préparer un terrain pour une éventuelle semence. C'est-à-dire que je prépare un terrain pour pouvoir semer. Donc si je définis comme ça, au lieu de traduire tout simplement texto labourer, il va y avoir plein d'actions qui vont rentrer là-dessus. Si par exemple je mets des engrais dans le terrain, ou si j'égalise le terrain, tout ce que je mets des engrais et égaliser un terrain, je ne suis pas en train de labourer. Mais ces actions, ils vont favoriser une éventuelle semence. Donc ça rentre dans la définition. Et toutes ces actions, chacune séparée, ce sont des interdits de la Torah. D'accord? Ça, il faut bien comprendre ce principe, c'est ce qui va nous accompagner dans toute l'étude des Melachot. Donc maintenant, après Choresh, d'accord, une fois qu'on a préparé le terrain, on a la Melacha de Zoréa. D'accord? Zoréa, traduction de Zoréa, c'est semer. D'accord? Une fois qu'on laboure, une fois qu'on travaille la terre, une fois qu'on prépare la terre, on sème. Maintenant, rappelez-vous dans les cours de l'introduction que chaque Melacha, d'accord, toutes les Melachot qu'on est en train de voir, en fait, d'où on les a appris, d'où elles viennent ces Melachot, elles viennent de la construction du Mishkan. C'est-à-dire que d'où les Chachamim ont sorti tous ces 39 travaux interdits, la Torah ne nous dit rien, elle ne dit pas qu'est-ce qui est interdit de faire le Shabbat. Eh bien, on a appris ça de la juxtaposition de la construction du Mishkan. C'est-à-dire que toutes les actions que je vais avoir besoin pour construire un Mishkan, le Mishkan, le tabernacle dans le désert, ben, toutes ces actions, ce sont les actions qui sont interdites le jour du Shabbat. Donc, par rapport à la terre et par rapport à semer, où c'est qu'on a besoin de travailler, de préparer un terrain pour une éventuelle semence, et, comme on voit aujourd'hui, la deuxième melacha de semer dans le Mishkan, pour la construction du Mishkan. Quand on construit, on a besoin de blocs, on a besoin de terre, on a besoin de tentures, on a besoin de poteaux, ce qu'on a besoin de semer. Alors, vous savez que dans le Mishkan, on avait des pots. Et ces pots-là, il fallait les colorer. Et il n'y a pas de peinture dans le désert. Donc, comment on fait? On sème des graines. On sème des graines de couleur. Donc, il faut labourer. Et après, il faut semer des graines de couleur pour après que ça pousse et que je prenne après ces herbes-là, que je les récolte et que je les prenne et que je les fasse cuire. Et après, quand je les fais cuire, j'ai une peinture. Et avec cette peinture, on va colorer toutes les tentures du Mishkan. Avec tout le toit du Mishkan, il était fait, le Mishkan il était construit comme ça, en poteaux de bois et en pot. Comme ça, c'était le Mishkan, c'est pas du tout comme le Beth Amikdash. Donc on a les poteaux en bois et les pots. Donc les pots, il faut les colorer. Pour les colorer, il faut de la couleur. Cette couleur, on l'obtient lorsqu'on cuit des graines. Donc pour obtenir des graines, il faut semer. Voilà l'action dans la construction du Mishkan. De là découle la Melacha de Shabbat, la deuxième Melacha, Melechet Zoréa. D'accord? Maintenant, on va définir la Melacha, comme je vous ai dit. Il ne faut pas seulement traduire. Si je traduis, ça fait semer. Mais on ne traduit pas, on explique et on définit la nature de cette action. Alors, si je définis cette action, c'est comme ça. Causer une poussée d'un végétal en agissant directement sur l'arbre ou sur la graine. C'est-à-dire, il y a des choses que je veux faire pousser. Zoréa, je veux faire pousser une graine. Je veux faire pousser un arbre. Donc j'agis directement, d'accord? Je vais faire toutes sortes d'actions qui vont causer directement la poussée de ce végétal. Toutes les actions que je fais, qui vont avoir pour but précis et direct la poussée, ou même favoriser la poussée de ce végétal-là, ça s'appelle Melechet Zoréa. Donc Zoréa, c'est pas seulement l'acte de semer. Vous allez voir, maintenant on va voir toutes sortes d'actions, pareil comme Choresh, qui vont rentrer sous cette définition. Et chaque action séparément, ça sera un interdit de la Torah qui s'appelle Melechet Zoréa. Alors le cas le plus évident, rappelez-vous les actions paires et les actions dérivées. Première action, c'est la Melacha, c'est-à-dire planter.
planter, on va dire, une graine, ou bien même planter un arbre, planter un arbuste, un petit arbuste qui est en tout début de cette évolution, même un grand arbre, l'homme chané. Je plante, c'est-à-dire que je prends cette graine et je la plante, je l'introduis dans la terre. Je prends cet arbuste, je l'introduis, je prends ses racines, je les introduis ça dans la terre. Donc cet acte, ça s'est arrêté. Alors, combien on est exactement là? Je sache à peu près combien. On est 7. Alors n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à m'arrêter si vous ne comprenez pas, si c'est pas clair. Lo Baïchan Lomed. Rappelez, celui qui a honte, il apprend rien. Il n'y a pas à avoir honte ici. Chacun, un des buts de ce principe-là de Skype, c'est que on participe. C'est avec vos questions que je veux construire mon cours. Donc plus on participe, plus le cours va être riche, plus le cours va être intéressant. Donc n'hésitez pas à poser toutes sortes de questions qui sont directement liées à notre cours. C'est fait pour. Donc je reviens maintenant à ce qu'on était en train de dire. Premier acte, Pachout, la traduction de Zoréa, c'est semer. Semer, si je traduis de manière claire, c'est planter. Je prends une graine, je la mets dans la terre, je prends un arbuste, je le mets dans la terre. En mettant cette action-là de mettre dans la terre, et ben, naturellement, ça va pousser. D'accord? C'est barour. Donc ça, mon acte, il est directement, c'est l'action interdite par la Torah de semer ou de planter. Deuxième acte, d'abord on va faire toutes sortes d'actes qui vont rentrer sous cette définition qu'on a lue. Deuxième acte, si j'élague, élaguer, j'ai un buisson, j'ai un arbre, il y a des branches qui partent de tous les côtés, je coupe. D'accord? Je coupe une branche au milieu. Maintenant, en coupant, qu'est-ce qui va se passer? Les arbres, les branches, ils vont pousser. Donc le fait que maintenant je coupe l'arbre, ça va favoriser la poussée de l'arbre lui-même. Ça rentre aussi, c'est un interdit de la Torah de Zoréa. Donc Zoréa, c'est pas seulement mettre une graine et planter, prendre un arbre et le planter dans la terre. C'est même une fois que l'arbre est déjà planté, je vais faire une action, je vais couper, je vais l'élaguer bien comme il faut. En élaguant, je veux favoriser la poussée de cet arbre. D'accord? Donc ça rentre dans la Mélacha de Zoréa. Même plus encore, si seulement je prends un arbre qui est déjà fait, qui a déjà des fruits, qui poussent comme il faut, et je l'enduis de toutes sortes de produits. D'accord? Des produits qui ont pour but d'empêcher toutes sortes de reptiles, toutes sortes de volatiles qui viennent empêcher, qui viennent abîmer les fruits ou abîmer la poussée de l'arbre. Donc pendant mon acte, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'enduire l'arbre de ce produit. Maintenant, mon action que je fais, c'est pas une action qui est une action comme j'ai élagué ou planté, qui est une action qui est de semence. C'est une action qui va empêcher une mauvaise poussée. D'accord? Quand j'ai semence, il y a poussée dans un arbre qui se développe. Je vais favoriser le développement de l'arbre, mais pas de manière positive, de manière négative. Ça veut dire que je vais empêcher quelque chose de négatif qui va empêcher la poussée de l'arbre. Et bien ça aussi, c'est un interdit de la Torah. Et ça, c'est quand même intéressant, parce que cette action, c'est une action juste préventive. Ce n'est pas une action directe. Mais quand même, puisque je veux mettre ce produit, et grâce à ce produit, l'arbre il va mieux pousser, donc ça s'appelle que je favorise la poussée de l'arbre. Donc ça rentre dans la définition de base, causer une poussée d'un végétal en agissant directement sur le végétal lui-même. Ça, c'est la définition de Melchet Zoréa. Donc toutes sortes de produits, même mieux encore le Yerushalmi, même le Rambam il amène ça à l'Halakha, le Maïmonide, que si il y en a qui enveloppent les fruits, par exemple il y a un arbre avec des fruits, il y en a qui enveloppent le fruit de carton, de toutes sortes de plastique, d'accord, pour garder les fruits. Alors celui Shabbat, d'accord, quelqu'un pendant Shabbat, qui prend un genre de carton, un genre de sachet, toutes sortes de choses, et qui enveloppe les fruits par exemple dans un arbre fruitier, c'est un interdit de la Torah de Zoréa. Parce que en
faisant ce sachet-là, je veux préserver le fruit. Donc je ne suis pas en train de m'occuper du fruit lui-même ou des branches elles-mêmes. C'est très extérieur ça. Mais quand même, ça favorise la poussée du fruit. Ça s'appelle Osim Batim Lailanot dans le Lachon de Yerushalmi, dans le Rambam il est posé ça là. Donc, même si mon acte il est préventif, mais ça va aider. Et ça aide directement à pousser. Et donc, c'est un interdit de la Torah de Melechet Zoréa. Pardon? Quelqu'un veut poser quelque chose? Une question? Non, on continue. Si par exemple j'enlève des mauvaises herbes autour d'un arbre, autour des légumes, autour d'un potager, ça aussi, à part la mélacha de kotser, qu'on va voir par la suite, qui est de couper, ça aussi c'est zoréa. Pourquoi? Parce que lorsque j'enlève des mauvaises herbes, eh ben ça va favoriser la poussée du légume qui est à côté. C'est-à-dire j'ai mon légume et j'ai une mauvaise herbe qui est en même temps un à côté de l'autre. Le fait de déraciner cette herbe-là, ça va aider le légume ou le fruit ou l'arbre à mieux pousser. Donc ça aussi, ça rentre dans la mélacha de Zoréa. Ensuite, encore un autre acte. Là, on est en train de voir plusieurs actes, comme je vous montre, que toutes ces actions-là, séparément, chacune que je vous dis, qu'on a vu, planter, élaguer, enduire les produits, envelopper les fruits, enlever les mauvaises herbes, tout ça, chacune séparément, est un interdit de la Torah, qui est Melechet Zoréa. Ensuite, arroser une plante, arroser un arbre, arroser même une surface qu'on a déjà semée. Ça aussi, c'est Melechet Zoréa. Vous voyez ici, si je traduis Zoréa, ça veut dire semer. Quelqu'un qui arrose, c'est loin de semer. Mais ça s'appelle une tolda. Ça s'appelle une dérivée de semer. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est quoi la définition? La définition, c'est causer une poussée en agissant directement. Eh bien, arroser, on agit directement sur l'arbre, sur les graines, sur la terre. Et donc, le fait d'arroser, bien sûr, on favorise la semer et la pousse de la chose. Sans pluie, il n'y a rien. Sans pluie, c'est la sécheresse. Donc, la pluie, c'est la bracha d'Akadosh Baruch Hu, c'est toute une des maftechot qui sont entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Sans la pluie, il n'y a rien. On ne peut rien faire pousser. Donc, même si moi j'arrose, c'est ça qui va aider à pousser. Donc, ça va favoriser directement la poussée de la chose. Et donc, c'est un interdit de la Torah, Melechet Zoréa. Pardon? Quelqu'un va intervenir? C'est bon, on continue? Alors, ce qu'on va faire, déjà, on va raccrocher. Ouais. Parce qu'il y a Rose qui n'arrive pas à se reconnecter. Et elle écrit là, par ailleurs, qu'elle n'arrive pas à se reconnecter. Donc, je raccroche. Tu rappelles? Et on continue le cours après. D'accord. Donc jusqu'à maintenant, on a défini la deuxième mélacha de Shabbat, de Melechet Zoréa, et on a vu toutes sortes d'actions et qui se rendent sous cette définition-là. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a des remarques? Des questions? Vous n'êtes pas obligé de répondre tous en même temps, mais un par un même. C'est bon? C'est bon. Oh, bien fait, j'entends. Il commence à avoir une connexion entre nous. On continue. L'action, maintenant, on va commencer à développer chacune de ces actions-là et on va voir des cas beaucoup plus pratiques de nos jours. Donc, on a commencé avec planter. D'accord? Planter une graine, planter... Bien fait. Alors, il y a un grand débat dans les Acharonim. Est-ce que la mélacha, c'est que quand on plante, on plante, d'accord, on a mis la graine. Maintenant, il faut que le sol, il capte la graine.
Ça s'appelle niklat en hébreu, liklot. Maintenant, ça met du temps. C'est pas dès que je mets ma graine que ça c'est niklat. D'accord? Il faut attendre peut-être des fois 2-3 jours. Maintenant, est-ce que le fait que je mets la graine, d'accord, je suis en train de mettre la graine, est-ce que dès que j'ai mis la graine, ça s'appelle que j'ai commis l'interdit, j'ai transgressé, ou bien il faut attendre que ça se capte? C'est-à-dire, si par exemple, on va prendre une autre mélacha, vous allez voir que c'est différent. Il y a une mélacha qui s'appelle cuire. Donc cuire, on prend un marmite avec un aliment à l'intérieur qui est cru, je le mets sur le feu. Ça, tout le monde est d'accord que pour que ça soit cuit, il faut d'abord que mon plat arrive à un certain degré de cuisson. D'accord? Si ça met, on va dire, une demi-heure pour cuire un poulet, donc il faut une demi-heure. Tant que je suis encore quelques minutes et que j'ai même placé ça sur le feu, ça ne s'appelle pas encore que j'ai agi et j'ai fait la mélacha de bichoul. Par contre, zoréa, est-ce que c'est le fait de mettre la graine ou pas? Il y a un grand débat. La maskana des acharonim, c'est plus machma que l'action, elle est dès que je mets la graine. C'est-à-dire que dès qu'une personne met la graine, on va dire il a mis la graine Shabbat après-midi. Après il a appris, on a dit c'est interdit de faire ça. Donc, et après le déter Motzei Shabbat, ça n'a pas eu le temps d'être collègue, il a déjà commis l'interdit de Melechet Zoréa. Donc ça c'est planté. Contrairement à cuire, que si quelqu'un met, on va dire ça met un aliment et ça met 20 minutes pour cuire, on va dire, s'il a mis 2 minutes et après il enlève, il n'a pas encore transgressé l'interdit. Pourquoi? Parce que cuire, il faut que ça cuise. Mais pour planter, l'action de Zoréa, dès que j'ai fait l'action et j'ai placé bien dans la terre et c'est rentré dans la terre, ça c'est une action de Zoréa. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais comme ça la majorité des poskim tiennent. Donc il faut d'abord bien définir ce que c'est l'action de planter. Donc maintenant, si j'ai un terrain on va dire qui est apte à être semé, la terre elle est déjà bien fraîche, et moi je jette des graines. Donc maintenant venons voir une analyse d'action. Je suis en train de jeter des graines par terre. Même si mon intention elle n'est pas de semer, mon intention elle est de me débarrasser de mes graines. Eh bien c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Pourquoi c'est interdit? D'après... Bienvenue à Rose. Je prends des graines et je les... Pardon? Je prends des graines et je les jette. Maintenant moi je ne veux pas semer. Moi je veux juste me débarrasser des graines. Eh bien, si vous vous rappelez dans les cours d'introduction, la première condition elle est qu'il faut qu'il y ait un but précis. C'est-à-dire, pour que ce soit l'interdit de la Torah, il faut qu'il y ait un but précis à mon action. C'est-à-dire que quand je prends une graine, le but c'est que ça sème. Mais si je jette et il n'y a pas le but que ça sème, ça s'appelle Melecha She'ena Tzricha Legufa. C'est un interdit des Chachamim. Donc il est interdit de jeter toutes sortes de graines dans un espace, même si je n'ai pas l'intention que de faire semer. S'il y a une possibilité que ça rentre dans la terre, d'accord, très fort probable que ça rentre dans la terre, c'est, en général, quand c'est un sol qui est humide et on est en hiver, et que la terre est bien travaillée et que je jette ça sur la terre, ça va prendre dans la terre. D'accord? Donc cette eau-là, elle est interdite. On ne peut pas jeter, même si je n'ai pas l'intention de semer derrière. Si par exemple, on est en été, et que le sol il est dur comme de la pierre, alors là, et je jette des graines, un endroit comme ça où les gens ne vont pas passer à côté, parce que si on jette des graines dans un endroit où les gens passent, marchent, alors là la Gemara et le Shulchan Aruch ils disent qu'il n'y a pas Issour de Zoréa. Pourquoi? Parce que si on piétine sur des graines avant qu'ils soient introduits dans la terre, ça ne peut pas semer. On est en train de casser toute la force de semence qu'il y a dans ces graines-là. Donc je parle dans un endroit où les gens ne marchent pas. Alors si c'est en hiver et la terre est fraîche et humide et je jette comme ça des graines sur le sol, ben ça va rentrer dans la terre et ça va semer, c'est interdit. Même si je n'ai pas l'intention de semer. Pourquoi? Parce que même s'il n'y a pas eu le but derrière ça, ça ne va pas être interdit par la Torah, mais bien sûr que c'est interdit par les Chachamim. Donc c'est Melacha, chez Enat Tzricha Legufa. C'est mamash l'acte de semer. Même s'il n'y a pas le but pour semer, c'est quand même interdit. S'il y a des gens qui piétinent derrière, c'est moutard. Pourquoi? Parce que ça ne va pas semer. Donc c'est entièrement moutard. Si c'est en été et en hiver, il y a une différence. Si c'est en hiver et ça risque de capter, c'est interdit. Si c'est en été, alors là on rentre dans Grama. C'est-à-dire que si on va laisser les graines là-bas, on va attendre quelques mois, la pluie va venir et va faire semer ces graines-là. Donc ça s'appelle je cause une semence. C'est aussi interdit.
Donc me débarrasser de graines, pour une raison ou pour une autre, même si je ne suis pas en train de semer, sur un étendue de terre où c'est possible que ces graines-là vont capter, vont semer, c'est interdit. Si j'ai un poulailler Shabbat, quelqu'un il a une ferme, il a une poulailler. Il a un poulailler, en général c'est dehors. Alors là, on aura le droit de jeter des graines sur la terre, mais à condition que ça soit une quantité que les poules peuvent manger. C'est-à-dire que si je mets une quantité qui est plus grande, là, ça sera interdit. Parce que là, la terre, elle risque de les capter. Si je mets une quantité qui est pour que les poules mangent ces graines-là, c'est moutard. On peut prendre ces graines et les jeter sur la terre. Pourquoi? Parce que les poules vont les manger. Donc mon action que je suis en train de faire, elle n'est pas du tout semée. Elle est mettre un aliment devant des poules devant Shabbat. On a tout à fait le droit aussi de donner à quelqu'un qui a des poules à lui, il peut lui donner à manger pendant Shabbat. D'accord? Donc le fait de jeter ces graines sur le sol, si je mets une quantité qui est suffisante pour que les poules mangent, selon le nombre de poules qu'il a et selon leurs besoins, c'est permis. D'accord? Donc cette action-là que je fais de jeter des graines sur la terre, ça diffère dans plusieurs endroits. On répète, si c'est un endroit, ça diffère. Si c'est un endroit où les gens piétinent, c'est permis. Je peux me débarrasser de ces graines. Pourquoi? Parce que piétiner sur des graines, ça ne marche pas, ça ne va pas semer, c'est moutard. Si c'est un poulailler, d'accord, et que les poules là-bas peuvent manger, si je mets une quantité qui est pour les poules, j'ai le droit de jeter ces graines sur la terre, parce que les poules vont manger. Donc c'est une action qui est complètement permise, ça s'appelle donner à manger à des poules. Mais si c'est un endroit ni poulailler et ni les gens piétinent, et que c'est un endroit qui est favorisable et possible à être semé, que ce soit en hiver ou que ce soit en été, peu importe le degré, dans les deux cas de figure, on n'a pas le droit de jeter, même si mon intention n'est pas de semer, elle est de me débarrasser des graines, mais peu importe, l'action est là. Prendre une graine et jeter de la graine sur une terre fertile qui peut capter ces graines-là, c'est un interdit, peu importe le but. Ça sera moins grave, on descendra de niveau, mais c'est quand même interdit. D'accord? Donc ça, c'est pour jeter des graines sur un sol. C'est-à-dire, ça rentre à planter en fait, mais surtout d'autres manières différentes. Maintenant, si je ne prends pas de la terre, jusqu'à maintenant on a parlé de la terre, on a parlé arroser de la terre, on a parlé planter quelque chose dans la terre, un arbre, une graine. Maintenant, si j'ai de l'eau, c'est-à-dire que je vais prendre toutes sortes de végétales, toutes sortes de noyaux, toutes sortes de graines, et je les trempe dans l'eau, je les mets dans l'eau pendant Shabbat. Est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit? Alors là aussi ça diffère. Le Rambam, Maïmonide nous dit que quelqu'un qui fait tremper des graines dans de l'eau pendant Shabbat, c'est un interdit de la Torah, Melechet Zorea. Ashore Chitim Oseorim Bamaim Chayav. Mishum Zorea. Comme ça le Rambam, le Maïmonide est possèque, et comme ça le Shulchan Aruch est possèque dans son traité de Shulchan Aruch Rabbi Yosef Karo. Siman Shin Lamed Vav. Donc quelqu'un qui met une graine dans de l'eau, c'est interdit Mishum Zorea. Alors là il faut comprendre. On se réfère toujours à la définition de l'acte. Rappelez-vous, la définition de l'acte, c'est favoriser une éventuelle semence. Maintenant, on sait que quelqu'un qui prend une graine de blé ou un grain d'orge dans de l'eau, ça ne va rien pousser de cette graine-là. Donc, pourquoi le Rambam et pourquoi le Shulchan Aruch, comme ça c'est la halakha, interdisent de tremper une graine dans de l'eau et les deux ils disent que c'est interdit par la Torah des horaires. Alors, on va expliquer ça tout de suite. Je vais vous donner un autre cas de figure. Si vous avez déjà essayé de prendre un grain d'avocat et le mettre dans de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gerbes, d'accord? Des gerbes qui sortent de cette graine. Ou même, je prends, je sais pas moi, un oignon. Il y a quelque chose, il y a toute une sorte de graines ou de végétaux que si je le mets dans l'eau, ils vont germer. Alors ça, c'est évident que c'est Chayav Mishum Zorea. Parce que grâce à l'eau, ça favorise une pousse. Donc peu importe si c'est de la terre ou si c'est de l'eau. Donc ça c'est évident que si je mets par exemple une graine d'avocat dans de l'eau et après on va voir que ça va pousser l'avocat, et même il peut avoir même une tige qui sort. Bon, il ne va pas avoir un arbre, un avocatier qui va sortir de mon verre d'eau. Mais en tout cas, ça pousse. Donc ça c'est évident que ça rentre dans la mélacha de Zorea. D'accord? Ça rentre dans la mélacha de Zorea. Maintenant, si, on revient à notre cadre, si maintenant je prends ces graines et je les trempe dans l'eau,
Alors là, l'explication, les Acharonim, ils expliquent ce Shulchan Aruch, ils disent comme ça. Quelqu'un qui veut semer, avant même qu'il aille dans le champ et qu'il mette cette graine là dans l'eau, il prépare la semence. Comment il va préparer? Elle veut que ces graines, elles ont une bonne qualité, on va dire. Qu'est-ce qu'il fait? On trempe dans l'eau. C'est-à-dire le fait de tremper des graines dans l'eau, ça va donner des meilleures graines. Et donc lorsque je vais planter ces graines, elles vont mieux pousser. Donc maintenant revenons à notre définition. Tout acte que je fais sur un végétal et que cet acte va favoriser la semence, ça rentre dans la définition de Melechet Zorea. Donc c'est comme ça, c'est l'explication du Rambam et du Shulchan Aruch qui disent que quelqu'un qui trempe des graines de blé dans de l'eau, Chayav Mishum Zorea, il a transgressé l'interdit Zorea. Pourquoi? Parce que en mettant ces grains dans l'eau, des graines, ils vont être plus molles, ils vont être mieux ramollies, ils vont être mieux pour la semence. Donc je favorise. Qui dit favoriser la semence dit définir la melacha de Zorea. Même si rien ne va pousser, la poussée va se faire dans la terre. Mais ça rentre dans la préparation de Melechet Zorea et c'est interdit par la Torah. Si maintenant quelqu'un, il prend ces graines-là, on va dire, il n'a pas des poules maintenant, on a parlé du poulailler, maintenant il a une écurie, des chevaux, un cheval, une vache, il veut leur donner à manger des graines molles. Donc pour les ramollir, il a besoin de prendre ces graines et les mettre dans de l'eau. Ben là, ça sera permis. Pourquoi c'est permis? Parce que cet acte-là, tout va dépendre. Si je prends ces graines et je les mets dans l'eau, parce que là, on n'est pas dans l'action à marche de semer. On est préparé. Si toute mon intention, elle est de préparer une éventuelle semence, alors je rentre dans la définition. Mais, définition de Zorea. Mais, si je fais ça pour ramollir dans de l'eau, alors là, mon action, elle est complètement permise. Tout va dépendre de ma kavana, c'est-à-dire de ma pensée. La pensée, elle va définir mon action. Si ma pensée, elle est, je suis un agriculteur et j'ai plein de graines et dimanche, j'ai besoin de... dimanche, je vais semer, je vais faire plein de potagers avec toutes sortes de graines. Et Shabbat, je décide de préparer déjà ces graines et les tremper dans l'eau pour une semence que je vais faire dimanche. Toute ma kavana, elle est de favoriser la graine. Donc je rentre dans la définition de Zorea. Mais si Shabbat, j'ai une vache, il faut la donner à manger ou si Shabbat? Ça aussi c'est une chose. Quelqu'un qui a des bêtes personnelles qui lui appartiennent, il a le droit de donner à manger Shabbat, même avant qu'il mange lui-même. Il y a marqué dans le Kriyat Shema, Livhem techa ve'achalta. D'abord tu donnes à manger à ta bête, après tu donnes à manger à toi. Mais si par exemple il y a un pigeon dehors, je n'ai pas le droit de lui donner à manger, parce qu'il ne m'appartient pas. En tout cas, que des bêtes qui sont personnelles à moi. Il veut leur donner à manger des graines, et ces graines elles sont trop dures. Donc il a besoin de les ramollir. Donc mon action ici, elle est ramollir un aliment. Ça n'a rien à voir avec la melacha de Zorea. C'est moutar. Toute mon action, elle va dépendre de ma kavana, de la pensée que je veux avoir. J'ai l'impression qu'il y a une question. Oui. J'écoute. Daniel, vous aviez une question? Non, c'est bon, ça va, merci. C'est bon. D'accord. C'est clair, on peut continuer? On avance? Je vous en prie. Ah, j'aime bien qu'on répond comme ça, il y a un contact entre celui qui enseigne et ceux qui apprennent. On continue. Maintenant, quelqu'un, il a acheté un beau bouquet de fleurs à l'entrée de Shabbat. Alors, il a un vase, il a oublié, il était tous les préparatifs de Shabbat, il a pas eu le temps de mettre ça dans un vase d'eau. Alors, est-ce qu'il peut mettre ces fleurs-là dans son vase? Est-ce que je peux mettre ces fleurs-là dans des vases? Est-ce que ça rentre dans l'interdit de Zorea ou pas? Alors là, si, c'est intéressant. Il y a le Rama. Le Rama, c'est qui le Rama? C'est Rabbi Moshe Israélis. C'est celui qui a écrit dans le même livre du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, c'est le livre universel d'Halakha. Là-bas, il y a des Agaot, en bas, c'est le Rabbi Moshe Israélis. Lui aussi, il écrit des Halakha, c'est Beika pour les Ashkenazim. Alors, il y a des fois des halachot qu'on tient, des sfaradim tiennent, et des fois des sfarot que les sfaradim ne tiennent pas, ça dépend du contexte. En tout cas, il écrit là-bas le Rama, il dit comme ça. Il parle du loulav. Loulav que Yom Tov, c'est que Yom Tov de Sukkot, on fait le loulav, un des 4 espèces. Maintenant, quand on a terminé, on met ça dans l'eau. Il nous dit le Rama que s'il y avait de l'eau déjà préparée et qu'on l'a enlevée, on peut le remettre.
Mais s'il n'y avait pas de l'eau préparée, je n'ai pas le droit de préparer de l'eau et mettre mon loulav dans de l'eau. De là, certains Acharonim ont voulu apprendre que c'est pareil pour les fleurs. Quelle différence un loulav et des fleurs? Pardon, les fleurs. Pardon? Oui, j'ai une question. Oui. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change qu'on a préparé, qu'on n'a pas préparé là? C'est une plante qui ne poussera plus le loulav. Ah, il a fait. Alors j'arrive, j'ai pas encore expliqué. J'arrive justement. La plante maintenant, d'abord le Rama interdit de changer. D'accord? Donc il a fait. Pourquoi c'est interdit? Quand on comprendra pourquoi c'est interdit, on verra que ça y aura une différence entre le loulav et les fleurs. Lorsqu'on a parlé, toujours lorsqu'on veut savoir est-ce que c'est un permis ou interdit, est-ce que ça rentre dans l'action de Zoréa? Qu'est-ce qu'on fait? On regarde la définition de Zoréa. D'accord? Zoréa, définition, c'est favoriser une semence. Maintenant, on est d'accord que si ma fleur, elle est bien épanouie, elle est bien, et que je la mets dans l'eau, elle ne va pas continuer à pousser, ma fleur. Parce que c'est dans de l'eau. D'accord? Ça ne fait pas partie, comme on a parlé, des choses qui germent, qui ont des poussées. La fleur, elle reste intacte. L'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste garder la fraîcheur de la fleur. D'accord? Je parle de fleurs, je peux parler aussi de hadas, je peux parler de toutes sortes de plantes comme ça qui ils vont garder la fraîcheur. Donc on ne rentre pas du tout dans l'action de Zoréa. Parce que ça ne favorise pas une poussée. Donc qu'est-ce que je fais? Je maintiens la fraîcheur de ma plante ou la fraîcheur de ma fleur. Alors pourquoi le Rama interdit dans le loulav de préparer de l'eau et de mettre mon loulav à l'intérieur? Alors il faut savoir que le loulav, même le jour de Yom Tov, c'est mouktsé. C'est-à-dire que j'ai le droit juste de prendre le loulav à Yom Tov pour faire la mitzvah. Une fois que la mitzvah a été accomplie, j'ai plus le droit de déplacer la journée de Yom Tov. C'est mouktsé. Mouktsé, ce sont des choses que les Chachamim ont interdit de déplacer le jour de Yom Tov. Quel mouktsé? Mouktsé mechamat mitzvah. Donc, le jour de Yom Tov, j'ai pas le droit de déplacer mon loulav. Donc maintenant, il y a une règle. Si j'ai pas le droit de déplacer le loulav, donc j'ai pas le droit de me fatiguer pour quelque chose de mouktsé. Donc je n'aurai pas le droit de préparer de l'eau pour quelque chose qui est lui-même interdit de déplacer. Maintenant, une fleur le jour de Shabbat, c'est pas du tout mouktsé. J'ai le droit de prendre une fleur, j'ai le droit de prendre une branche de hadas, de la sentir, de la remettre. C'est pas mouktsé. Donc si c'est pas mouktsé, il n'y a aucun problème de mettre cette fleur dans de l'eau, ou même de changer, de prendre le vase, de le remplir de l'eau et de mettre la fleur à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Mitzad Zoréa, par rapport à l'interdit de Zoréa, la fleur elle ne va pas bouger. Mettre dans de l'eau pour stagner, pour laisser la fraîcheur, il n'y a pas de problème. Mouktsé, c'est pas mouktsé. Donc j'aurai le droit, un beau bouquet de fleurs, de le mettre dans de l'eau pendant Shabbat, même de préparer un bocal. Ce que le Rama a interdit, ça parle du loulav, que c'est interdit à cause de mouktsé. Mais une fleur, c'est pas mouktsé. Donc j'aurai le droit de mettre ce bouquet de fleurs dans de l'eau. Maintenant, il faut préciser quelque chose. Le Rama dans Ilchot Shabbat, ça c'était dans Ilchot Loulav. Siman Tavresh Nun Dalet. Mais dans Siman Shin Lamedvav, le Rama, il nous dit que si les fleurs ne sont pas développées, on n'a pas le droit de mettre ces fleurs dans un vase d'eau. C'est-à-dire que si j'achète un bouquet de fleurs, il peut y avoir deux bouquets de fleurs. Un bouquet de fleurs tout épanoui, donc je vais les mettre dans l'eau, ça va stagner, ça va rester comme ça ne va pas pourrir, ça va rester bien frais. Mais il y a des roses ou des fleurs qui sont fermées. La question elle est, quand je prends une fleur qui est fermée et que je la mets dans l'eau, en la mettant dans l'eau, elle va s'ouvrir. Est-ce que c'est un interdit de Zoréa, oui ou non? Oui. Qui c'est qui a tranché oui? Alors ça aussi, Kamouvan, c'est un grand débat dans la Chordim. Le Rama, c'est-à-dire encore sur le procès qu'on a parlé, Rabbi Moshe Israélis, lui il interdit. Il interdit, c'est-à-dire ça rentre dans le Issour de Zoréa. Maintenant, est-ce que c'est un vrai Issour si on analyse bien? Est-ce que c'est un interdit de la Torah de Zoréa ou pas? C'est-à-dire là, d'abord, de quoi il s'agit là? On n'est pas sur la terre, on est sur de l'eau. Mais tout à l'heure, on a dit que quelque chose qui va, on va dire quelque chose, par exemple le grain d'avocat qu'on a parlé, qu'il va y avoir une tige qui va sortir. La question, elle est, quelque chose qui va germer, d'accord, dans de l'eau. Il va y avoir des germes, des pousses comme ça, qui vont pousser à cause de mis dans l'eau. Est-ce que ça ressemble à une fleur qui est fermée et qui va s'ouvrir? Alors, d'après le Rama, alors bien sûr, ça ne ressemble pas. Parce qu'il n'y a rien de nouveau ici.
J'ai juste changé le statut. C'était. Pardon? Alors, Je comprends pas. Qu'est-ce que tu demandes? On t'a perdu. Vous m'entendez pas? Ça y est, on t'a repris. Continue. Tu peux recommencer, oui, la dernière phrase. Top. On a dit qu'une chose que je mets dans l'eau, un grain d'avocat de tout à l'heure, ça fait des germes. Ça, c'est interdit de la Torah, mitzvah zoréa. Mais lorsque je prends une fleur. Je vous entends pas du tout, alors je rappellerai sur votre site parce que là, c'est vrai que c'est pas audible, je suis désolé. Je parle plus fort, ça on n'entend pas? Vous m'entendez? Moi j'entends très bien. Je sais pas, je vous entends pas alors. Allô? Oui. Le site, me laissez enregistrer. D'accord, je vous remercie. Top. On continue. La question elle est si j'ai une fleur qui n'est pas développée, qui est fermée, le fait de mettre dans de l'eau, est-ce que c'est un interdit de la Torah de Zoréa? La réponse elle est non. C'est pas un interdit de la Torah de Zoréa. Parce qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas une nouvelle poussée. Il y a juste un développement de quelque chose qui était là. C'est une nouvelle forme. C'est fermé, ça devient et ça s'ouvre. Alors pourquoi le Rama interdit? Le Rama interdit parce que ça ressemble. Il y a quand même une ressemblance. Quelque chose qui n'était pas du tout poussé et qui va pousser, et quelque chose qui a été fermé et qui ça ouvre. C'est une nouvelle, c'est un changement de statut, mais c'est pas une poussée. L'eau va juste faire ouvrir, ça va juste éclore, ça va pas continuer à pousser. Donc c'est un interdit juste que ça ressemble. Il faut savoir qu'il y a des poskim, plus des poskim de Sfaradim, le Marikash, des Minag de Teman, Minag de Mitzraïm, qui permettent de mettre même des fleurs qui sont fermées. Moutar, le Rav Ovadia Yosef il ramène dans ses Sfarim, et ils permettent. D'accord? Pourquoi ils permettent? Parce que, comme on vient de dire, ça ne s'appelle pas Zoréa. C'est pas une nouvelle poussée. Zoréa, le cas classique, c'est prendre une graine. Cette graine, elle est complètement fermée. De cette graine va sortir une tige, va sortir une germe, va sortir quelque chose de nouveau. Ça, c'est Zoréa. Mais quelque chose qui est là, qui va changer de statut, ouvrir, fermer. Alors, est-ce qu'on va dire que ça, Zoréa, c'est pas un interdit pour la Torah. Est-ce que ça ressemble et on va interdire ça par les Chachamim, oui ou non? Machloket, le Rama il est au cerf, et c'est quelques Achronim Sfaradim permettent. Qu'est-ce qu'on fait là, la halakha les maaseh? La halakha c'est à éviter. On ne met pas des fleurs qui sont fermées dans un vase d'eau, mais on va dire quelqu'un qui met yesh lo al milismor. Comme ça le Rav Ovadia Yosef est écrit dans son sefer, même le Rav Moshe Levi, c'est-à-dire que on ne va pas faire de remarques à celui qui va mettre quelque chose des fleurs fermées. Mais, d'accord, on ne peut pas dire que strictement interdit selon la halakha, on va dire. Mais c'est à éviter. Ça veut dire que si quelqu'un a un bouquet de fleurs et que toutes les fleurs sont fermées ou une partie des fleurs sont fermées, vaut mieux éviter de ne pas mettre ça dans l'eau pendant Shabbat. Si les fleurs sont ouvertes, là où il n'y a aucun problème, on peut même préparer un vase, mettre de l'eau et mettre les fleurs à l'intérieur le jour du Shabbat. C'est clair? C'était clair? On avance. Si j'ai un pot maintenant, un pot, Hatzitz, d'accord? Hatzitz, c'est un pot, d'accord? Ça peut être un pot de fleurs, un potager, ce que je veux. Alors il y a deux sortes de pots. Il y a beaucoup à développer là-dessus, mais on va parler de ça de très bref. Il y a deux sortes de pots. Il y a des pots avec des trous et il y a des pots où il n'y a pas de trous. Ça s'appelle en hébreu Hatzitz Nakuv, Hatzitz She'eno Nakuv. Hatzitz, c'est un pot. Alors, si j'ai un pot avec un trou, et ce trou il est dirigé vers le sol, alors semer à l'intérieur dans ce pot, c'est interdit par la Torah. C'est comme si j'avais semé sur le sol. Pourquoi? Parce que ce trou-là, il est alimenté par le sol. Je parle d'une surface qui n'est pas carrelée, bien sûr. Une surface qui est de terre. Ce trou-là, qui est dirigé directement vers le sol, il y a une énergie, il y a un chibour, il y a un lien entre le sol et ce pot-là. Et donc, semer dans ce pot sera toutes les interdictions de semer dans la terre. Si c'est un pot qui est fermé, Hatzitz she'eno nakuv, il n'y a pas de trou, ça c'est un interdit des Chachamim. Ça sera quand même interdit, toute la halakha de Zoréa, mais c'est un interdit des Chachamim. Pourquoi? La Mishnah nous dit que si quelqu'un, dans l'inverse, la Melacha qui va venir après ça, la Melacha qui vient après Zoréa, c'est Kotser, c'est couper. D'accord? Cueillir. Si quelqu'un y cueille d'un pot, pendant Shabbat, on va dire il y a une belle fleur qui est plantée, comme ça, tout un implant qui pousse dans un pot fermé.
et quelqu'un il arrache là-bas, c'est pas un interdit de la Torah, c'est un interdit des Chachamim. Pourquoi? Parce que c'est pas, on sème pas dans un pot, c'est pas un endroit normal où on sème. On sème en général en grande quantité sur un étendu, sur une terre, pas dans des pots. Donc, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc c'est chinouille, rappelez-vous les cas d'introduction, on a vu que quelqu'un qui fait quelque chose d'anormal. Donc, si je cueille, la Mishnah elle est que dans cueillir, elle n'est pas dans semer. Mais on déduit, si en cueillir, c'est un interdit des Chachamim, donc même semer, ça sera aussi un interdit des Chachamim. Parce que cueillir ou semer, ça va ensemble. Je sème pour après cueillir. Donc en deux mots, si mon pot est fermé, atzitz, chez Eno Nakuv. D'accord? Atzitz chez Eno Nakuv, c'est un pot qui est fermé. Ça sera un interdit des Chachamim de planter ou de semer dans ce pot. Si mon plot est un trou et ça me donne directement sur la terre, alors là c'est un interdit de la Torah. On continue. Il y a maintenant le din de arroser. On a parlé tout à l'heure, rappelez dans les actions. Dans les actions, on a parlé des planter, élaguer, mettre un produit, d'accord, enveloppé. Et il nous reste une action qu'il faut étudier maintenant, c'est arroser. Arroser la terre. Alors rappelez-vous dans Melechet Choresh, dans la Melacha de la première Melacha qu'on a étudiée, on a vu que quelqu'un qui arrose une terre qui est apte à être semée ou bien qui est destinée à être semée, mais il n'y a pas de graines. Il n'y a que de la terre. Cette action, c'est une action qui est interdite par la Torah, mais ça s'appelle Choresh. C'est quoi Choresh? Définition de la Melacha de Choresh, c'est favoriser un terrain qui est destiné à être semé ou apte à être semé pour une éventuelle semence. Lorsque j'arrose cette terre-là, la terre elle va être ramollie. Donc le fait que la terre est ramollie, ça va m'aider à semer. Donc c'est Melechet Choresh. Là aujourd'hui on étudie Melechet Zorea. C'est-à-dire que la graine est déjà plantée dans le sol. Que mon arbre est déjà planté. Et moi je viens, j'arrose. Donc si j'arrose directement ou sur la plante ou sur la terre, ça va aider et favoriser la semence. Donc ça rentre encore une fois dans la définition de Melechet Zorea. Donc maintenant on va voir tout un tas d'halachot qui sont liés à cet acte-là d'arroser. Première chose, il faut éviter les pique-niques le jour de Shabbat. Quand je dis pique-nique, c'est bien sûr que je ne sors pas d'un domaine privé avec des choses, c'est-à-dire à la maison. Il y a ou bien un étendu, une terrasse qui est cimentée ou carrelée, et il y a aussi la terre, le gazon. Alors il faut éviter de manger là-bas, de faire les sourdotes de Shabbat, de manger sur un étendu de terre, où il y a des gazons, où il y a de la terre là-bas. Pourquoi? Parce qu'on risque là-bas c'est pas un interdit, j'ai dit il faut éviter. Pourquoi? Parce qu'on peut être arrivé à faire tomber là-bas des graines, ou à faire tomber toutes sortes de jus, toutes sortes d'eau, d'accord? Et ça, on arrive à la Melacha de Zorea, ça s'appelle arroser. Même si j'ai du gazon qui est déjà fait, que j'arrose le gazon, ça rentre dans la Melacha de Zorea. À plus forte raison, si quelqu'un fait Nagid Netilat Yadayim directement sur le gazon. Ça on a vu, rappelez-vous c'est la 8e condition, que lorsque je fais deux actions, une action permise et une action interdite en même temps, même si je n'ai pas l'intention de faire l'action interdite, ici Zorea, mais si c'est 100% qu'elle se fasse, c'est interdit de la faire. Donc, c'est bien, il faut faire très attention, si on a des graines dans la main, ou si on a toutes sortes de mitzim, de jus, d'eau, de faire attention lorsqu'on est sur une surface avec du gazon ou avec toutes sortes un endroit qu'on a semé, d'accord? C'est pour rentrer dans la Melacha de Zorea. Maintenant, quelqu'un qui veut uriner sur une surface ou de terre, est-ce que c'est permis pendant Shabbat ou c'est interdit pendant Shabbat? Apparemment, il déverse de l'urine directement sur, on va dire, sur du gazon, sur un étendu comme ça de terre où il y a des poussées, il y a toutes sortes de végétaux qui poussent. Est-ce que le fait d'uriner c'est permis pendant Shabbat ou c'est interdit pendant Shabbat? Le fait de quoi?
uriner. Ah, pardon. D'accord? Il a besoin, il est dans un étendu, il n'y a aucun toilette dans les parages. Est-ce que le fait d'uriner sur de l'eau, ça rentre dans l'interdit de Melechet Zorea? D'accord? Je ne pense pas. Pardon? Pourquoi? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que c'est pas une volonté, comment dire ça, c'est un besoin. C'est un besoin de soi-même. Alors, il a fait. C'est un besoin de soi-même. Alors, venons, on analyse. C'est vrai que c'est un besoin de soi-même. Quelle différence, par exemple, il y a juste avant, j'ai parlé de quelqu'un qui veut faire Netilat Yadayim sur du gazon, on va dire comme exemple. D'accord? Une terre, et il y a du gazon, il y a toutes sortes de plantes. Moi, je fais Netilat Yadayim. C'est un besoin. Je suis en train de faire Netilat Yadayim. On est d'accord? Donc, d'après votre définition, j'aurai le droit de faire Netilat Yadayim sur du gazon pendant Shabbat? Mais l'acte est différent, donc totalement différent. C'est-à-dire, si donc pendant la Netilat Yadayim, Oui. il dépend de sa pensée. Ma pensée, elle est 100% de faire Netilat Yadayim, pas du tout d'arroser le gazon. Donc, quelle différence entre le besoin de faire Netilat Yadayim ou d'avoir de ses besoins personnels? Quelle différence? Il y a une grosse différence. Concernant toujours ici, là, je pense que la différence, c'est que la première, c'est un besoin personnel, donc c'est un besoin presque à la limite. C'est un besoin personnel. Et Netilat Yadayim, c'est aussi un besoin personnel. Je veux manger du pain, donc je fais Netilat Yadayim. Mais ça ne rentre pas ça ne rentre pas dans ce milieu de... Dans l'interdit de Shabbat? Dans les deux cas, Netilat Yadayim et les besoins, 100% qu'avec mon cas qui est complètement permis, il y a une action interdite inévitable qui se fait. C'est que l'étendue a été arrosé. Donc, le fait d'avoir un besoin ne va pas me permettre, si je fais en même temps, une action qui va être inévitable et qui va être interdite. D'accord? Donc, je reviens à ma question. Est-ce que le fait d'uriner, c'est permis ou c'est interdit? La réponse, elle est très claire. Le Shulchan Aruch permet. Pourquoi? Pas comme vous dites que c'est parce que c'est un besoin. Parce que Netilat Yadayim aussi, c'est un besoin, c'est interdit. La raison, elle est que l'urine, elle ne favorise pas la semence d'une plante. C'est pas comme de l'eau, ça brûle. Ça, c'est-à-dire l'urine ne va pas développer la semence d'une chose. Et donc, si je reviens à ma définition de Melechet Zorea, c'est faire toutes sortes d'actions directement sur une plante. Donc là, il y a la plante. Seulement favoriser la semence, ça ne va pas favoriser la semence. Donc, il n'y a pas du tout d'action interdite. Et donc, c'est permis. D'accord? Tandis que Netilat Yadayim, avec quoi je fais Netilat Yadayim? Avec de l'eau. L'eau, ça favorise de manière extraordinaire la semence. Donc, c'est pas parce que j'ai un besoin que ça va devenir permis si l'action interdite est inévitable. D'accord? Donc, ça, c'est la différence entre ça et le fait d'uriner. Donc, le fait d'uriner, même directement sur une plante ou sur un gazon, sur une surface de terre, c'est permis pendant Shabbat. Pardon. Si j'ai des enfants, des petits qui sont en train de jouer dans un jardin, Oui. je suis pas obligée de sortir du jardin et de trouver un endroit bétonné plutôt que de les faire uriner dans le jardin? Non, c'est permis. Où est le problème? Si l'urine ne favorise pas la semence, donc il n'y a pas d'interdit. Chaque action, il faut l'analyser. Du moment que ça ne rentre pas dans le critère qu'on a développé, ça ne s'appelle pas du tout semer. Ça ne s'appelle pas du tout favoriser la semence. Ça ne favorise pas la semence, ça brûle. Bien sûr. D'accord? Pareil le vin. Le vin, pareil. Le vin, ça, on ne peut pas semer avec du vin. Pareil, ça brûle les plantes. Donc c'est pas tout mashké qui va favoriser la semence. Donc si ça ne favorise pas la semence, c'est pas semé et donc c'est entièrement permis. D'accord? Maintenant, un autre point aussi qui est très pratique, l'arrosage artificiel, l'arrosage automatique, on va dire. Il y a d'accord quelqu'un qui a tout un champ, il est obligé d'avoir ça. Même il a une entrée comme ça avec des fleurs, avec toutes sortes de fleurs, toutes sortes de potagers. D'accord, il a en place un système d'arrosage automatique. Donc comment ça marche ça? On le met en place avant Shabbat, d'accord?
On appuie sur le bouton là-bas, ça met en place, et ça va arroser pendant Shabbat. Est-ce que c'est permis ou pas? Là, c'est Avant Shabbat. Pardon? Avant Shabbat. Je mets en place l'arrosage avant Shabbat, d'accord? Et ça va arroser, c'est-à-dire ça a commencé un petit peu avant Shabbat, et ça continue, ça va arroser pendant Shabbat. Donc en fait, l'arrosage essentiel, il va se faire pendant Shabbat. Ben oui, c'est permis, puisque c'est avant Shabbat. Il a fait. C'est pas évident, c'est une Mishnah dans Masechet Shabbat. La Mishnah dans Masechet Shabbat, elle nous dit que toute action qui est interdite Shabbat, même si je commence avant Shabbat, si je la commence avant Shabbat, et qu'elle va se continuer pendant le jour de Shabbat, c'est permis. C'est-à-dire que c'est pas entièrement terminé avant Shabbat. On va dire un exemple simple. Quelqu'un par exemple qui met sur le feu quelque chose de cru. D'accord? Il met un poulet, on va dire, sur le gaz. Il met ça, on va dire, 2 minutes avant Shabbat. Je pose. C'est cru. Quand est-ce que ça va cuire? Ça va cuire pendant Shabbat. Eh bien, c'est tout à fait permis. C'est une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Le Melacha est comme Bet Hillel. On a le droit de commencer une Melacha avant Shabbat, et que même si elle va se terminer pendant Shabbat. Donc pareil ici, l'arrosage automatique, d'accord, ou l'arrosage manuel, toutes sortes de choses, que j'appuie et que j'ouvre en fait le robinet avant Shabbat. Il y a automatique et même manuel, il y a toutes sortes d'arrosage. Que j'ouvre avant Shabbat, d'accord, ça a commencé, et après ça va, l'essentiel de l'arrosage se faire pendant Shabbat, c'est permis. L'interdit il est que pendant Shabbat. Maintenant, fermer le robinet d'arrosage. On va dire que ce n'est pas automatique, c'est manuel. Il y a un robinet central qui est ouvert et ça va arroser à plusieurs endroits, plusieurs jets d'eau. Est-ce que j'ai le droit de fermer ça le jour de Shabbat? Fermer le robinet. Interdit. Pardon? Interdit. Pourquoi c'est interdit? Interdit. Pourquoi? Parce qu'on fait l'action, c'est un acte. Quel acte je fais quand je ferme mon robinet? Déjà, donc, l'acte de fermer, c'est couper l'eau. Couper l'eau. Analysez l'acte de couper l'eau. Regardez si ça rentre dans un interdit ou pas. Couper un robinet, est-ce que ça s'appelle que je favorise les plantes, la semence des plantes? Non. Non. Donc, Non, mais c'est l'acte de couper qui est interdit, c'est-à-dire bon, on arrête. Donc, pourquoi ça serait interdit? Alors, encore une fois, interdit, on ne peut pas inventer des interdits. Tous les interdits, ils ont des définitions précises. Selon ce qu'on a enseigné maintenant, que l'interdit de Zoréa, c'est faire une action qui va favoriser la semence d'une plante. Ça, c'est quand on ouvre le robinet. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai ouvert avant Shabbat. Si j'ouvre pendant Shabbat, là, ça va sortir de l'eau, ça va favoriser en arrosant. Mais si je ferme, j'ai fermé, quel problème de fermer? bon, d'accord, ok. Aucun problème. Donc c'est permis de fermer le robinet principal d'arrosage. On va dire que c'est un arrosage qui est pas automatique, qui est comme ça manuel. On a le droit de fermer le robinet. Moutarde. Si le robinet était ouvert bien sûr avant Shabbat. Ou même si quelqu'un il a oublié, il a ouvert ça pendant Shabbat, le fait de fermer, peu importe, dans tous les cas de figure, il n'y a aucun interdit. Il y en a qui disent que c'est mieux de fermer le robinet central. On va dire comme ça, il y a un robinet central, et il y a plusieurs points comme ça où l'eau elle sort. Il y a plusieurs petits comme ça sortis, il y a plusieurs petits robinets, et un robinet central. Il y en a qui disent que c'est bien mieux de fermer le robinet central, pas les autres robinets. Pourquoi? Parce que lorsque je fermais les petits robinets, Pardon? Ça va augmenter le flux. Voilà, ça va augmenter le flux dans les autres côtés. Et donc le flux qui est à côté, il va être plus important, parce que je bloquais à plusieurs endroits. Donc le flux maintenant, on va dire côté gauche, côté droit. Côté gauche, je ferme. Toute l'eau, elle va se concentrer du côté droit. Et donc le flux va être plus important. Donc je veux engendrer, d'accord? Je veux engendrer le fait qu'il va y avoir plus d'eau sur les côtés. Donc vaut mieux fermer le robinet central. Pourquoi je dis vaut mieux et je dis pas c'est interdit de fermer les petits robinets? Parce que les maassés, c'est permis de fermer même si on n'a pas fermé le robinet central. Pourquoi? Alors ça, il faut expliquer une autre notion. Là maintenant, on est en train de parler d'arroser. Si quelqu'un, d'accord, on va dire un exemple, d'accord, j'ai du potager, j'ai un plant de tomates comme ça, et la terre elle est sèche. Elle n'est pas un petit peu humide mais sec, elle a besoin d'eau, et je vais pendant Shabbat verser de l'eau directement sur cette plante. Ça s'appelle arroser, melechet, d'interdit de la Torah de Zoréa.
Si maintenant, écoutez bien, la terre, on va dire, il a plu une averse pendant, je sais pas, plusieurs heures, une bonne averse, et la terre, elle est imbibée d'eau. Si maintenant je viens, je prends de l'eau et je verse sur ce plan-là qui est entièrement imbibé d'eau, est-ce que c'est un interdit de la Torah, oui ou non? Qu'est-ce que vous pensez? Je reprends. Je pense pas. L'heure elle est déjà passée, je vois que c'est compliqué, mais on va terminer avec ça. J'ai un potage, j'ai un plant de tomate, d'accord? La terre elle est normale, elle est fraîche, elle n'est pas humide. Je viens, j'arrose. Ça c'est un interdit de la Torah. Parce que j'arrose et je veux favoriser la poussée du plant. Si maintenant il a plu pendant plusieurs heures et le sol est très très imbibé d'eau, et moi je viens derrière et je verse de l'eau dessus, est-ce que c'est un interdit de la Torah, ce que je suis en train de faire? Non, je ne pense pas, parce que la terre est déjà mouillée. Il a fait. Donc, non. Très bien. Non. Alors, c'est pas un interdit de la Torah. Est-ce que c'est un interdit des Chachamim? On va descendre de niveau. Est-ce que les Chachamim vont interdire ça? Oui. Oui, il a fait. Les Chachamim vont interdire ça, parce que quand même, c'est très proche. Rappelez-vous qu'un acte qui est très proche de l'interdit de la Torah, les Chachamim vont interdire. Donc, c'est interdit par les Chachamim. Seulement, il faut bien préciser, ce chidouche là, c'est le Petach Advir qui dit, un des poskim. Petach Advir. Donc, si maintenant, tout l'interdit des Chachamim, il est lorsque j'ai l'intention d'arroser. C'est-à-dire, j'ai un plant de tomate et je verse, mais il faut que j'ai la kavana, l'intention d'arroser. C'est-à-dire, je veux quand même que mon plant de tomate il pousse mieux. D'accord? Si maintenant, j'ai pas du tout l'intention d'arroser, et que la terre est très imbibée d'eau, alors là c'est moutard. Parce que les Chachamim, quand ils interdisent, c'est parce que je fais une action qui va ressembler à arroser. L'action de base, c'est pour favoriser. Là, moi j'ai l'intention, même si la terre est imbibée, que j'ai l'intention, les Chachamim m'ont interdit parce que ça ressemble. Mais si j'ai pas l'intention, donc mon acte n'est pas du tout arrosé parce que la terre est complètement imbibée et j'ai pas l'intention, donc ça ressemble pas, c'est permis. D'accord? Revenons à notre arrosage maintenant. Lorsque j'ai mon arrosage, rappelez-vous qu'on a le robinet central. Alors mon système il est comme ça, il est fait qu'il y a un robinet central, tout est ouvert, déjà ouvert avant Shabbat. Et j'ai à droite une série de robinets, à gauche une série de robinets. On a dit vaut mieux fermer le robinet central. Maintenant, si je ferme maintenant, on va dire tous les robinets de droite, l'afflux qui va être à droite, il va être beaucoup plus important. Mais il ne faut pas oublier qu'on est après un arrosage. Donc si on est après un arrosage, la terre elle est bien imbibée. En fermant mon robinet, est-ce que j'ai l'intention d'arroser, de rajouter un peu? Non, je veux fermer maintenant. Tout mon but il est inverse, il est de fermer l'eau. Donc il n'y a pas d'interdit apparemment, même si je veux augmenter le flux d'un autre côté. Mais si j'ai une possibilité de ne pas rentrer dans ce domaine, de fermer le robinet central, vaut mieux. C'est pour ça que vaut mieux. Mais c'est pas interdit de fermer même les autres robinets. C'est clair? C'est compris? Encore une fois, on a parlé d'un système d'arrosage manuel qui a un robinet central et à droite, on va dire 2-3 robinets, à gauche plusieurs robinets. Maintenant, je veux fermer ça pendant Shabbat. On a dit fermer un robinet, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce que je ferme? Le robinet central ou les robinets des côtés? On a dit le problème qui est apparemment, quand je ferme le robinet des côtés, le flux va augmenter de l'autre côté. Donc c'est comme si je rajoute et j'arrose de l'autre côté. Parce que l'eau qui se disparaissait de manière égale entre les robinets, maintenant il va aller que du côté droit. Donc en fermant, je vais augmenter l'eau du côté droit. Explication, allez. Pardon? Comme c'est, la terre elle est déjà après l'arrosage et que c'est déjà bien imbibé. Et ma kavana, mon intention, elle n'est pas du tout d'arroser, elle est à l'inverse, elle est d'arrêter l'arrosage. Donc c'est permis. D'accord? C'est mieux, pour ne pas rentrer dans toutes sortes de terribles, c'est mieux de fermer le robinet central, mais il n'y a pas d'interdit même dans les autres, robinets. Voilà, je crois qu'on a déjà 1 heure de cours, on a encore quelques nécoudotes. La semaine prochaine, on va parler d'un robinet, d'accord, on va dire un lavabo qui est dans la maison. Je vais vous donner un cas et réfléchir. C'est-à-dire, écoutez bien le dernier cours de la semaine dernière, d'accord, et réfléchissez selon ça à un cas que je vais vous donner maintenant.
Le cours de la semaine dernière, c'est-à-dire le cours qu'on a terminé l'introduction, le cours que j'ai enregistré par audio la semaine dernière. Si j'ai un lavabo chez moi à la maison, maintenant ce lavabo là, il y a le comment ça s'appelle en bas là, le réservoir, d'accord? D'accord, le trou là, le trou qu'il y a dans le lavabo, comment ça s'appelle ça? Voilà, le siphon. Le siphon, c'est un tuyau. Maintenant, ce tuyau, dans une maison en général, il descend en bas normalement. Mais là, j'ai un siphon, j'ai un genre de robinet qui va donner sur un jardin. Et donc, mon tuyau, il va arriver sur le jardin. Donc maintenant, quand j'utilise mon robinet pour me laver, pour faire ma toilette là-bas dans le robinet, je sais très bien que l'eau va arriver dans le jardin et va arroser le jardin. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir ce robinet pendant Shabbat ou pas? Alors ça, c'est ce qu'on va traiter la semaine prochaine. Et pour bien comprendre ça, je vous conseille vivement d'écouter le dernier cours qu'on a enregistré. Là-bas, on a utilisé toutes sortes de principes qui s'appellent psychréché, des nichale, des lo nichale. Et selon ça, on va répondre à cette question-là du lavabo. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, clôturer la melacha des Zoréa. Pardon? Est-ce qu'il a plu? Quoi? Je me lave les mains dans mon robinet. Est-ce que la terre elle a été arrosée par la pluie? Ah, très bonne remarque. Très bonne remarque. Il y a deux cas en fait. Nahon, très bonne remarque. D'après ce qu'on vient d'étudier, si la terre est bien imbibée d'eau, ça sera permis. Maintenant, moi je parle d'un cas où non, on est en plein été, il n'a pas plu, et la terre elle est bien sec, et j'ai des gazons et des fleurs, et mon robinet il donne directement sur ça. Donc quand je vais faire netila, ça va tomber directement sur les... Est-ce que j'aurai le droit d'ouvrir mon robinet ou pas? Pas du tout. Alors la semaine prochaine. Bon, suspense. Top. Voilà. Donc ça c'est la melachet de Zoréa. La semaine prochaine on va clôturer Bezrat Hashem cette melacha. Merci. Ok, merci Mordechai. Voilà. À bientôt. Kol Tov, Shavua Tov à tout le monde. À bientôt. Merci beaucoup.